Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, jeudi 28 février 2019. Bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal avec la nouvelle grève de 3 jours dans les universités publiques du Niger. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a entamé cette grève ce jeudi pour toujours les mêmes revendications. Des revendications qui se résument à la poursuite du processus électoral à l'université Onkolodo de Maradi, le règlement des arriérés de tous les droits statutaires en souffrance dans les universités publiques du Niger et la signature du protocole d'accord du 19 janvier 2019. Cela dit, installation cet après-midi à l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères de 7 comités techniques qui auront la charge de l'organisation de la 33e conférence des chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2019 ici même à Niamey. C'était sous la présidence du directeur général, du cabinet du président de la République. Faisons le point avec Abdel Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Pour la réussite de la prochaine conférence de l'Union africaine et autres activités connexes que le Niger abritera en juillet 2019, l'agence IA Niger 2019 s'attelle activement à la mise en place des différents comités. Ceci pour réunir toutes les conditions pour faire de cet engagement du président de la République, Issoufou Mahamadou, une réussite exceptionnelle dans la traditionnelle hospitalité nigérienne. À la tête de ce comité-là se trouvent des gens qui sont compétents, qui sont intègres, qui sont sérieux, qui sont professionnels. Et c'est valable, j'ajoute, pour tous les autres membres du comité. Vous avez vu que les membres du comité n'ont pas été choisis à un titre personnel. Chacun représente une structure. Il est là de par la fonction qu'il occupe. Il est là pour honorer son ministère, sa structure, son association, son ONG et sa personne. Je pense que la première fois de l'histoire du Niger que nous organisons le sommet de l'Union africaine. C'est la première fois que nous avons un sommet pour lequel nous attendons une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est un honneur pour nous, mais c'est aussi et surtout une grosse responsabilité. Parce que beaucoup de pays ont déjà renoncé à l'organisation de la conférence de l'Union africaine après qu'ils aient pris l'engagement de le faire. Beaucoup de grands pays n'ont pas reçu leur conférence de l'Union africaine. Mais beaucoup de pays qu'on considère comme des petits pays ont fait d'excellentes conférences de l'Union africaine. Dans les 4 mois à venir, votre priorité numéro 1, la priorité des priorités, c'est les travaux du comité. C'est cette comité technique qui vient ainsi rejoindre les 4 autres installés depuis avril 2018 auront sous la direction de l'agence IA Niger 2019 comme tâche d'actualiser le volet du cahier des charges de la conférence, d'élaborer et de mettre en œuvre les plans d'action du volet du cahier des charges, organiser les actions de renforcement des capacités et de sensibilisation, veiller à la bonne exécution du budget alloué, s'assurer que tous les paiements sont effectués et les pièces justificatives fournies, collaborer avec les autres comités, produire des rapports périodiques d'activité. Au regard de l'importance de cet événement, il est nécessaire de favoriser la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. C'est tout le sens de la présence au sein du comité de toutes les structures et institutions de la République, du secteur privé, des ONG, des associations les plus concernées par la préparation de cette conférence. Le lancement officiel des manifestations entrant dans le cadre de ces grands rendez-vous africains est prévu pour le 15 juin 2019 et regrouperont près de 4000 participants, parmi lesquels une cinquantaine de chefs d'État et ou de gouvernement.
Parlons économie à présent avec le climat d'affaires qui semble être sur les rails au Niger. Il ressort en tout cas du récent classement mondial sur le climat d'affaires. Le Niger a enregistré des progrès, comme nous le précise ici Arieta Salla et Sardoumi dans ce reportage. Selon le classement mondial sur le climat des affaires, le Niger est classé 143e sur 172 pays classés, gagnant ainsi un point par rapport à l'année 2017. Ceci laisse croire que le climat des affaires marche au Niger. Qu'est-ce qui explique cet avancement du Niger? L'économiste Soli Abdoulaye répond en ces termes. Il y a un certain nombre de développements du code des investissements qui donnent à tout le monde, donc aux Nigériens, au non-nigérien, n'est-ce pas, la possibilité de bénéficier de tel ou tel régime. Ça, c'est déjà bien. Il y a un certain nombre de réformes institutionnelles qui ont été faites, n'est-ce pas, avec la création de la maison de l'entreprise. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a quelques années de cela, si vous voulez avoir un registre du commerce, un NIF, c'est un parcours de combattant. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois sans avoir ces deux papiers. Mais aujourd'hui, vous présentez dans un endroit, vous donnez une somme modique, n'est-ce pas, de 17 500 francs, et dans une semaine, tout au plus, vous avez l'ensemble de vos papiers qui créent votre société et qui vous donnent une identification fiscale. Ça, c'est une avancée, n'est-ce pas? Nous avons des concours qui sont organisés par cette institution pour primer des modèles, des plans d'affaires qui sont efficaces, donc qui favorisent la création des entreprises. Donc tout ça là, c'est des choses positives. Le manque de financement des jeunes porteurs de projets freine davantage la bonne marche des affaires au Niger. Il y a un autre pan qui est important que jusqu'à présent, le gouvernement ou l'État du Niger n'a pas encore su mettre la main sur ça. C'est-à-dire c'est l'accès au financement. Parce que créer une société, une entreprise, c'est très bien. Mais avoir le financement de faire démarrer ou de faire prospérer cette activité, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que les jeunes qui ont des entreprises à créer ou qui ont créé des entreprises, ils font face à un problème de financement. Quelle que soit la qualité de votre plan d'affaires, quelle que soit la qualité de votre affaire, sa rentabilité, vous partez, vous déposez le dossier dans une banque et on vous demande des garanties. Vous êtes un jeune qui vient d'avoir son diplôme en maîtrise ou en doctorat dans telle ou telle matière, et que vous avez des initiatives, vous avez des idées, vous avez mis ça sous forme de plan d'affaires, vous déposez dans une banque, au lieu que la banque voit la pertinence de ce que vous avez fait, mais malheureusement, et ce qu'elle cherche, c'est la garantie, c'est ceci, c'est cela, ou bien vous n'avez pas d'expérience. Donc ça, c'est sur cet aspect que l'État du Niger doit plutôt miser, pour permettre aux jeunes, au groupement de jeunes, d'avoir accès, n'est-ce pas, au financement. Les autorités nigériennes doivent davantage travailler à assouplir le climat des affaires dans notre pays. Et cela afin de permettre, entre autres, le développement du secteur industriel. Selon le quotidien, donc l'enquêteur de ce jeudi, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a engagé une procédure de règlement préventif suite direct au récent problème de fiscalité que cette compagnie a connu, donc des problèmes qui ont même conduit à la fermeture de la société. Une situation qui ne laisse pas indifférent l'acteur de la société civile, Mamadou Arzouka, que je propose de un extrait avant de le retrouver en partie magazine. Je considère que c'est du chantage. Et notre pays, notre peuple ne peut pas céder au chantage. S'il pense qu'à cause de ça, il ne peut pas être dans la position de se mettre en règle, et alors il n'a qu'à plier bagage et repartir. Mais avant de partir, il faut payer. Il faut payer l'ensemble de tout ce qu'ils doivent à l'État. Vous voyez bien, aujourd'hui nous avons déjà, à ce qui nous concerne, on a d'autres promoteurs, on a quand même notre société nationale Niger Télécom, qui doit même être réhabilitée, qui doit être renforcée, qui doit être capable de retrouver sa marque et sa place. Donc si eux, ils devaient partir, il faut que l'État doit racheter leur départ et puis renforcer, pourquoi pas, Niger Télécom, et puis ça nous permettra donc de régler la question. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et par rapport à ça, maintenant les gens pensent que bon, s'ils devaient partir, il y a quelques emplois qu'on va perdre. Oui, c'est vrai, il y a quelques Nigériens qui travaillent là-bas, mais entre les quelques Nigériens qui travaillent là-bas, qui ne sont pas un grand monde, et ce que l'État perd par rapport à ses droits,
je pense que c'est sans commune mesure. Et ces Nigériens-là peuvent trouver à être reversés dans les sociétés nationales. On peut les reverser dans le pays ou ailleurs. Et ça dépend de leur choix. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous comparez, même en termes de salaire, vous comparez les rémunérations qui sont faites aux étrangers qu'ils amènent ici, et les Nigériens qui travaillent ici, qui font le nègre de service, mais c'est sans commune mesure. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pensons que notre pays ne doit pas céder au chantage. Il ne doit pas céder au chantage. On doit veiller à ce que l'État rentre dans ses droits. Et cela pas seulement par rapport à Orange, mais aussi par rapport aux autres opérateurs, notamment à ceux qui concernent RTL. Et pour que nous puissions être dans la position de renforcer la capacité opérationnelle de comment on appelle ça, de ARCEP, pour que ARCEP soit capable de véritablement contrôler et ce qui se passe au niveau de ces acteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de capacité en moyens de contrôle pour véritablement savoir exactement, concrètement, c'est quoi le vrai chiffre d'affaires. Imaginez des gens, ils vendent le service de téléphonie, ils vendent le service de messagerie, ils vendent l'Internet, ils vendent les M-Koudi ou les Orange Money. Donc, ils font les histoires de transfert d'argent, ils font les histoires de porte-monnaie électronique. Ils font les histoires de tambola. Ils font des promotions pour vendre les produits en termes de matériel. Donc ils font beaucoup d'activités qui sont susceptibles de les rapporter de l'argent. Mais cette activité-là, qui connaît c'est combien? Qui connaît véritablement ce que ça rapporte au niveau de leur véritable comptabilité? Ces gens-là, ils ont des comptabilités multiples, pas seulement doubles, mais des multiples comptabilités pour être dans la position de dissimuler la vraie réalité en termes de chiffre d'affaires. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile, Nuhu Mahamadou Arzga. Les membres de CADEV Niger et leurs partenaires étaient autour d'une même table ce jeudi matin au Soleil d'Afrique à la francophonie. Une rencontre de concertation dans le cadre du plaidoyer sur le droit à l'alimentation. La rencontre de ce matin a été financée par Caritas Africa, comme nous le rapportent Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Cette rencontre de concertation entre la CADEV Niger et ses partenaires dans le cadre du plaidoyer sur le droit à l'alimentation intervient après celle tenue en avril 2018 au Kenya. En effet, l'alimentation est un élément essentiel sans lequel les êtres humains ne peuvent survivre. Le Niger fait face depuis des décennies à des crises alimentaires récurrentes liées aux sécheresses, aux inondations, aux attaques acridiennes et autres aléas. Ces catastrophes participent de manière considérable à l'affaiblissement des moyens d'existence chez une frange importante de la population et limitent par conséquence la jouissance effective de cette dernière à l'un de ses droits fondamentaux qu'est l'accès permanent à l'alimentation. La fréquence élevée et la nature de plus en plus complexe de ces crises a poussé l'État du Niger à engager des actions multiples pour une efficacité du droit à l'alimentation. Mise en place d'un arsenal juridique et institutionnel, développement de multiples projets et programmes. L'importance de cet atelier n'est plus à démontrer car le droit à l'alimentation est un droit vital. La rencontre qui nous réunit ce matin, c'est une rencontre de concertation pour voir concrètement, partant de cette difficulté qui a été identifiée, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et plus précisément, nous allons procéder d'abord à une identification des acteurs clés qui pourraient être concernés par le plaidoyer. Ensuite, il sera question donc de propositions d'au moins quelques messages clés que nous jugeons pertinents, que nous allons amener aux décideurs pour pouvoir justement permettre l'atteinte donc de cet objectif qui est de permettre une effectivité de la jouissance au droit à l'alimentation au Niger.
À noter que cette rencontre qui durera une journée est une opportunité permettant d'aboutir à des propositions concrètes pour un plaidoyer reçu au service du développement en faveur des populations nigériennes. En Afrique, l'organisation d'élections libres, transparentes et acceptées de tous est de nos jours chose rare. Les récents exemples sont notamment les élections au Sénégal, au Nigeria, au Mali ou encore en RDC où les différents candidats ont protesté. Donc les résultats, le Niger ne fait pas exception à la règle. En effet, en 2011 et en 2015, l'opposition a toujours contesté les résultats. Les échéances de 2021 qui s'annoncent aussi et sur des fonds de contestation ont suscité ces dossiers de Ali Cissé Ibrahima et Halidou Bourema. En Afrique, plus on progresse, plus il est difficile de voir un président en exercice organiser des élections pour ensuite les perdre. Pour ce qui concerne notre pays, les analystes politiques et les citoyens lambda sont déroutés par l'organisation du processus électoral devant aboutir aux futures élections présidentielles de 2021. De la composition de la CENI en passant par celle de la Cour constitutionnelle, beaucoup entrevoient une volonté des tenants du pouvoir actuel à vouloir perpétuer leur gouvernance. Dans le cas du Niger, tel que le processus est en train d'être conduit, on s'est dit que bon, c'est un processus quelque part biaisé. Biaisé en ce sens que, au niveau, comment on va dire, de la CENI, la composition de la CENI, ça fait grand bruit. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de consensus autour de la composition de la CENI. Concernant la composition de la structure chargée de mettre en place les dispositifs informatiques, il n'y a pas d'entente, mais également au niveau de la composition des bureaux de vote. À partir du moment où il n'y a pas d'entente, où le pouvoir considère qu'il peut poser à sa guise ce qu'il entend mener, on se dit qu'il n'y a pas de processus, c'est un processus biaisé. Il y a également la Cour constitutionnelle. Il y a un processus qui est en cours pour la mise en place, ou du moins les remplacements des représentants, de certains représentants de l'État, notamment les représentants du président de la République, les représentants de l'université. Et récemment, samedi dernier, il y a eu les élections. La dame qui devait être en compétition avec un de ses collègues, Gandou Zakara, la dame a exigé qu'il y ait d'abord au préalable une enquête de moralité. C'est ce que la loi organique impose. Malheureusement, il n'y a pas eu l'enquête de moralité préalable. En dépit de tout, les élections se sont déroulées samedi dernier avec seulement Gandou Zakara, qui est passé comme représentant, comme avait dit, des enseignants-chercheurs au niveau de la Cour constitutionnelle. Et de l'autre côté aussi, d'après des informations en ma possession, celui qu'on veut envoyer à la Cour constitutionnelle, c'est Al-Kash. Al-Kash Alada, qui est quand même aussi quelqu'un du PNDS. Ça veut dire que le système est goupillé. On est en train de goupiller le système. À partir du moment où le système est goupillé, moi je ne vois pas par quelle manière on peut infléchir la volonté de ceux qui sont au pouvoir de pouvoir empiler en 2021. Ensuite, le plus troublant réside dans le comportement défaitiste de l'opposition qui se complaît dans une réserve qui est loin de la favoriser relativement aux élections qui auront lieu en 2021. Chacun connaît le poids de chacun dans notre pays. Chacun. Tous les partis connaissent leur poids réel. On a fait des élections bâclées en 2016, ça c'est clair. Tout le monde le sait. Même à Niamey où se trouve le dispositif central, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas une affaire de rang dispersé, mais c'est une affaire de créer les conditions. Parce que l'opposition doit créer les conditions, les rapports de force nécessaires pour changer la donne. Pour contraindre ceux qui sont aux affaires de créer les conditions pour que les élections puissent se dérouler dans des conditions transparentes, libres et démocratiques. Mais tant qu'ils ne font pas ça, et je suis désolé de le dire, ils ne font pas d'efforts. Ils ne font rien, absolument rien du tout. Ils sont dans l'attentisme. On ne sait pas jusqu'à quand. Mais une chose est sûre, c'est qu'au fur et à mesure que le processus va avancer, quand le dispositif
va être mise en place, quand tout le travail sera fait, il va être difficile pour eux de pouvoir impulser ou inverser la tendance. Quoi qu'on dise, l'esprit des Nigériens a beaucoup évolué sur le plan politique. Mais le hic, c'est de savoir si en 2021 des élections libres et transparentes seront organisées afin de permettre au peuple de bien voter. Les questions environnementales au Niger au cœur d'une déclaration de presse ce matin du Rassemblement pour un sale vert RSV et Nima. 4 points ont été développés, à savoir le problème de la ceinture verte, les déchets plastiques, les lotissements privés et enfin la situation sécuritaire. Plus de précisions avec Adamou Garba, il est le président de RSV Nima. C'est par rapport à la ceinture verte. Comme vous savez, la ceinture verte a fait l'objet de plusieurs reportages, des écrits, vraiment des déclarations et même des décisions prises en Conseil des ministres, vraiment de manière régulière. Mais le problème demeure entier. Donc nous sommes dit, à partir du moment où les cadres du ministère de l'Environnement ont fait un travail très minutieux d'identification et de repérage donc de toutes les zones habitées dans la ceinture verte. Donc il est important maintenant, à partir de ce travail minutieux des différentes occupations, que le gouvernement maintenant puisse prendre une décision définitive pour vraiment clore le chapitre de la ceinture verte. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on parle de climat, c'est un thème qui est assez mondial, mais également au Niger, c'est un thème d'actualité. D'autant plus que la ceinture verte a été créée pour réguler le climat au niveau de la capitale. Nous estimons qu'il fallait impérativement que le gouvernement prenne une décision. Il y a eu des lotissements qui ont été annulés dans l'emprise de la ceinture verte, mais après on recontourne pour revenir légaliser les mêmes gens qui ont été, les mêmes lotissements qui ont été annulés. Donc c'est une fois pour toutes, nous demandons au gouvernement sur cette question de mettre un terme et de prendre une décision définitive. Comme vous le savez, ça fait quelques années déjà, le Parlement a pris une loi, a voté une loi qui interdit l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables sur l'ensemble du territoire national. Un décret d'application a été pris depuis lors, mais rien dans la pratique ne nous permet de dire que nous sommes dans un pays où une législation existe en la matière. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'interview que nous a accordé l'acteur de la société civile nigérienne Nuhu Mahamadou Arzika sur la procédure de règlement préventif engagée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, rapporté ce matin par le quotidien nigérien indépendant nigérien L'Enquêteur. Très bonne réception. Je considère que c'est du chantage. Et notre pays, notre peuple ne peut pas céder au chantage. S'ils pensent qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas être dans la position de se mettre en règle, et alors ils n'ont qu'à plier bagage et repartir. Mais avant de partir, il faut payer. Il faut payer l'ensemble de tout ce qu'ils doivent à l'État. Vous voyez bien, aujourd'hui nous avons déjà, en ce qui nous concerne, on a d'autres promoteurs, on a quand même notre société nationale Niger Télécom, qui doit même être réhabilitée, qui doit être renforcée, qui doit être capable de retrouver sa marque et sa place. Donc si eux, ils devaient partir, il faut que l'État doit racheter leur départ et puis renforcer, pourquoi pas, Niger Télécom, et puis ça nous permettra donc de régler la question. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et par rapport à ça, maintenant les gens pensent que bon, s'ils devaient partir, il y a quelques emplois qu'on va perdre. Oui, c'est vrai, il y a quelques Nigériens qui travaillent là-bas, mais entre les quelques Nigériens qui travaillent là-bas, qui ne sont pas un grand monde, et ce que l'État perd par rapport à ses droits, je pense que c'est sans commune mesure. Et ces Nigériens-là peuvent trouver à être reversés dans les sociétés nationales. On peut les reverser dans le pays ou ailleurs. Et ça dépend de leur choix. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous comparez, même en termes de salaire, vous comparez les rémunérations qui sont faites aux étrangers qu'ils amènent ici, et les Nigériens qui travaillent ici, qui font le nègre de service, mais c'est sans commune mesure.
Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pensons que notre pays ne doit pas céder au chantage. Il ne doit pas céder au chantage. On doit veiller à ce que l'État rentre dans ses droits. Et cela pas seulement par rapport à Orange, mais et aussi par rapport aux autres opérateurs, notamment à ce qui concerne RTL. Et pour que nous puissions être dans la position de renforcer la capacité opérationnelle de comment on appelle ça, de ARCEP, pour que ARCEP soit capable de véritablement contrôler et ce qui se passe au niveau de ces acteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de capacité en moyens de contrôle pour véritablement savoir exactement, concrètement, c'est quoi le vrai chiffre d'affaires. Imaginez des gens, ils vendent le service de téléphonie, ils vendent le service de messagerie, ils vendent l'Internet, ils vendent les M-Kodi ou les Orange Money. Donc, ils font les histoires de transfert d'argent, ils font les histoires de porte-monnaie électronique. Ils font les histoires de Tambola. Ils font des promotions pour vendre les produits en termes de matériel. Donc ils font beaucoup d'activités qui sont susceptibles de les rapporter de l'argent. Mais cette activité-là, qui connaît c'est combien? Qui connaît véritablement ce que ça rapporte au niveau de leur véritable comptabilité? Ces gens-là, ils ont des comptabilités multiples, pas seulement doubles, mais des multiples comptabilités pour être dans la position de dissimuler la vraie réalité en termes de chiffre d'affaires. Ce n'est pas une affaire de démanteler, c'est un devoir. Nous l'avons toujours dit, qu'il faut qu'il y ait une conjugaison d'efforts entre tous les acteurs nationaux, que ce soit au niveau de l'ARCEP ou au niveau des agents des impôts ou au niveau du gouvernement. On doit être dans la position de créer la dynamique parce que vous savez ce qui s'est passé avant. On est arrivé, la RTP prend des décisions et au lieu de les appliquer, on contourne, les gens téléphonent, ils font du chantage et quelque part on appelle pour décider de dire aux gens d'arrêter. Donc maintenant, aujourd'hui, la seule mention qu'il y a à faire, c'est que les gens ont décidé de ne plus téléphoner. Pour arrêter un processus en cours, on laisse les techniciens faire leur travail. Et c'est ça qui a été l'innovation. Et je pense que c'est une question de responsabilité et pour tout le monde. Parce qu'à partir de l'instant où c'est une source de recettes fiable, vous imaginez, hein, dans le secteur de téléphonie, c'est plus que le pétrole. C'est plus que l'uranium, c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer parce que les gens parlent, les gens appellent, les gens communiquent, les gens dépensent leur argent et ces acteurs-là, ils trichent. Vous imaginez, je vous ai déjà donné à plusieurs reprises l'exemple de Celtel. Celtel est venu ici au Niger avec pratiquement une petite enveloppe de 10 milliards. Hein. Ils ont acheté une licence à 4 milliards 500 millions. Ils ont investi 5 milliards pour démarrer en termes de matériel. Et puis bon, c'est parti comme ça. Maintenant, tout le reste, ils ont eu ça sur le dos des Nigériens. Et aujourd'hui, RTL, on ne peut pas vous vendre ça à 400 milliards. C'est juste une question de malhonnêteté et un problème de suivi au niveau de l'État, au niveau des acteurs. Il faut que ce suivi-là soit véritablement un suivi assuré. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que nous, à ce qui nous concerne, nous avons dit l'année dernière que nous étions contre la suppression de la TATI. Parce que nous estimons que c'est une voie par laquelle l'État peut avoir des ressources additionnelles fiscales qui peuvent aider à résoudre d'autres problèmes. Nous sommes un pays qui a besoin de ressources. Et donc, on ne peut pas s'amuser à perdre de l'argent comme ça. Et comme le disait l'ancien ministre des Finances, que c'est des cadeaux fiscaux qu'ils ont fait, en fait, aux gens, une manière, selon eux, c'était pour les encourager à investir. Mais dans la pratique, on savait que c'était faux. Ils ne pouvaient pas investir, c'est des tricheurs. Ce n'est pas l'argent qui leur manque. Et si même ils doivent investir, c'est pas avec l'argent que l'État est censé gagner qu'ils doivent investir. C'est avec l'argent qu'ils doivent emprunter au niveau des banques et financer leur investissement et en même temps payer les impôts de l'État. Mais vous ne pouvez pas décider de dire à l'État de renoncer à vous payer les impôts et comme ça vous allez investir. Donc c'est comme si c'est l'État qui vous finance, c'est l'État qui vous subventionne. Les agents nigériens qui travaillent, c'est pas à cause de une cinquantaine ou une centaine de personnes qu'on va décider de perdre autant d'argent. Il ne faut pas être dans la position de mettre cet aspect-là en avant. Les Nigériens là qui vont perdre quelques emplois, mais comment on appelle ça, ils vont pouvoir les rattraper ailleurs dans d'autres conditions.